Alors la précarité énergétique, c'est donc les ménages qui payent plus de 10% de leurs revenus pour l'énergie de leur logement, à mon sens, si on ne prend pas la voiture. Donc il y a à peu près 3 millions de ménages qui sont concernés en France. Donc on est sur un problème massif, on n'est pas sur un problème de quelques familles qui seraient en galère. Et sur ces 3 millions de ménages, il y en a 300 000 chaque année qui vont chercher une aide auprès des fonds de solidarité énergie, c'est-à-dire qui vont avoir besoin de l'argent public pour payer leurs factures énergétiques. Donc par rapport à cette situation, il y a un certain nombre de dispositifs qui commencent à se mettre en œuvre pour leur venir en aide. Des dispositifs qui peuvent être un peu compliqués parce que c'est encombré d'idéologie en ce moment, on veut aider que les propriétaires parce que ça va dans la politique gouvernementale. Mais l'un dans l'autre, quand même, les normes s'améliorent et il y a un petit peu d'argent pour améliorer la performance énergétique des logements, de l'argent public, la Fondation Abbé Pierre contribue un petit peu, tous ceux qui peuvent essayent de contribuer un petit peu. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut bien intervenir sur le logement et est-ce que ça suffit? Parce que le phénomène majeur des 10 dernières années, c'est la production de logements individuels loin des centres-villes. On est en Rhône-Alpes. Alors si on s'intéresse à la région autour de Lyon, il y a la moitié des logements produits depuis 10 ans en Rhône-Alpes qui sont des maisons individuelles hors des aires urbaines. Ce sont pour une grosse partie les ménages qui n'ont pas les moyens de rester au centre-ville qui vont se mettre dans cette deuxième couronne pavillonnaire. Et plus on est pauvre, plus on a de voitures et plus on a de kilomètres à faire, parce que les ménages les plus faibles socialement sont ceux qui peuvent le moins avoir de stratégie professionnelle, résidentielle, ceux qui ne choisissent pas leur logement et leur boulot. Donc c'est ceux qui font le plus de kilomètres. Donc en fait, ce qui est en train de monter très fort, c'est la nécessité de se déplacer et la précarité énergétique liée au transport. Donc c'est bien qu'on intervienne sur les logements, il faut évidemment intensifier l'effort du côté du logement, mais il faudra aussi retrouver des politiques d'aménagement du territoire qui permettent que les gens soient moins dépendants de la voiture, sinon on va droit à la catastrophe pour les ménages précaires. Donc en termes de rénovation des bâtiments, comment ça se passe? Parce que grosso modo, il y a les gens qui sont le plus en précarité, je suppose qu'ils habitent en HLM, non? C'est les sociétés HLM qui doivent rénover normalement. Alors comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, 87% des gens qui sont concernés par la précarité énergétique vivent sur le parc privé. D'accord. Et plus de la moitié sont des personnes de plus de 60 ans. Donc ça concerne beaucoup de gens âgés qui sont depuis très longtemps dans leur logement, et logements qui ont donc été construits il y a longtemps et qui ne répondent pas du tout aux normes actuelles, ce sont des logements qui ont vieilli. Donc la masse à traiter est plutôt dans le parc privé. Bien sûr, il y a aussi des logements HLM des années 60, 70 qu'il a fallu construire très rapidement, il y avait de gros besoins, et qui du coup sont des passoires thermiques. Le mouvement HLM s'est plutôt bien lancé dans la rénovation, depuis que Borloo a inventé le renouvellement urbain. Le mouvement HLM s'y est plutôt mis. Là, on peut être inquiet parce qu'il y a une taxe maintenant qui vient d'être imposée au logement social depuis l'été dernier, qui va priver les organismes HLM de fonds propres, et ils vont faire des économies très probablement sur l'entretien des logements. Donc d'un côté, on se fait des gadgets, du financement, de la réhabilitation, et d'un autre côté, on accélère le dépérissement du patrimoine. Comme le logement social, c'est quand même 4 millions de logements, il faut faire très attention à ce qu'on manipule. Donc on a à la fois des signes encourageants sur le logement social, et puis d'autres signes qui sont un peu inquiétants. Alors concernant les transports, c'est quoi la solution? Parce que c'est quoi? C'est de mettre des tramways partout? C'est de ramener les personnes à revenus modérés dans les centres-villes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on essaye, toujours pour rester local, entre Lyon et Saint-Étienne, distance 70 km, il y a un train toutes les 10 minutes. Donc on ne peut pas augmenter beaucoup la cadence des trains sur une zone qui traverse une vallée qui est assez fortement peuplée. Et ça ne représente que 9% des transports, tout ce qui est autre que la voiture. Donc on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de gains sur les transports. Il faut arriver sans doute à faire un peu ce qui se fait au Danemark, aux Pays-Bas, c'est-à-dire des ceintures vertes autour des villes et de repenser l'aménagement du territoire, d'avoir l'audace de se remettre à faire de l'aménagement du territoire et d'avoir sans doute des agglomérations un peu plus multipolaires, qu'on repose sur des bassins d'habitat reliés entre eux et qu'on essaie de rapprocher logement, emploi, services autour de petits centres plutôt que d'avoir un gros centre et une périphérie qui s'étire à l'infini. Donc le coup est déjà parti et ça va être compliqué à inverser, mais je crains que si on ne le fasse pas, on ait une explosion sociale dans des zones où on n'aura aucune maîtrise publique, parce que le sol sera complètement privatisé, des problèmes sociaux mités, difficilement perceptibles, et pas de grosses collectivités locales capables de porter une politique.